Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'École française d'Athènes. Nous sommes ravis de vous accueillir pour une nouvelle édition du Festival de philosophie de l'Institut français de Grèce. Je vous demande d'accueillir, pour commencer, l'ambassadrice de France en Grèce, Madame Laurence Auer. Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στη νέα αυτοέκδοση. C'est avec une joie immense que je vous accueille à cette manifestation. Une manifestation qui se déroule depuis 4 années dans les jardins de l'école d'Athènes et fait partie intégrante du programme de l'Institut. Les personnes présentes ici vont participer à la réflexion et au dialogue. Cette année, le festival de philosophie grandit, il s'étend aux espaces de l'Institut de Grèce à la rue Sina. Il concerne un thème donc qui est le pouvoir agir, dyname dro en grec. Un thème qui est au cœur même de la philosophie, la capacité à naître des réflexions et à nous changer, nous conduisant vers la pratique. N'est pas un simple, et la traduction non plus, et le grec encore moins. La philosophie n'est pas un simple exercice intellectuel, ni la traduction. Elle nous aide à voir plus clair, à comprendre ce qui se joue autour de nous, à faire des choix. Philosopher, c'est donc faire usage de son pouvoir d'agir. Dans ce monde traversé par l'incertitude, les conflits, les bouleversements technologiques, climatiques, plus que jamais, il nous faut retrouver les ressources de la pensée. Non pas pour se replier dans la contemplation, non pas pour regarder autrui sans éclairer nos choix. Nous voulons réinventer nos manières d'habiter le monde. Ce festival en est l'occasion. Et je remercie toute l'équipe de l'Institut français et surtout Alexandre, parce que sans Alexandre Lacroix et Philosophie Magazine, nous n'avions pas de festival pendant 4 ans. Un lieu ici, ce festival est un espace ouvert à tous pour que la parole circule, un lieu où la pensée française et la pensée grecque se rencontrent, dialoguent, s'enrichissent et aussi se défient. Car c'est l'esprit fidèle de cette tradition méditerranéenne du dialogue, le logos, qui fait la grandeur de nos 2 cultures. Je tiens à remercier chaleureusement l'École française d'Athènes pour cette magnifique hospitalité. Je tiens à remercier également tous les philosophes, les penseurs, les artistes qui se sont engagés avec nous encore une fois cette année. Et encore merci à l'équipe exceptionnelle de l'Institut français. On ne le dira jamais assez pour l'organisation de cet événement. Je vous souhaite à tous et à toutes un festival enrichissant, inspirant, un beau festival. Merci. Bonjour à tous, je vais peut-être me tenir debout en fait. Bonjour, merci Madame l'ambassadrice pour ces mots d'introduction. Merci aux équipes de l'Institut culturel français d'avoir organisé de nouveau ce festival et tout particulièrement à Anouk Rijad avec qui j'étais en contact au cours des derniers mois. Et puis à vous, public, d'être présent au rendez-vous une fois de plus. C'est la 4e année consécutive et c'est vrai que cette conférence inaugurale est déjà pleine. Enfin, l'assistance est nombreuse, donc merci d'être là, malgré l'été précoce. Alors, lors de cette conférence inaugurale, je vais vous parler un petit peu de la philosophie de l'action, puisque c'est le thème qui va traverser l'ensemble de ces rencontres qui vous sont proposées aujourd'hui et demain. Et la première remarque que je voudrais faire à propos des philosophies de l'action, c'est une remarque qui m'a été inspirée par la lecture des classiques grecs et latins. C'est-à-dire qu'ici, dans ces lieux, quasiment, sont nées 2 grandes écoles de philosophie morale. Je pense à l'école d'Épicure et à l'école du stoïcisme ou l'école du portique. Et l'espèce de leçon qui a traversé le temps à travers l'enseignement de ces écoles, c'est qu'une philosophie de l'action
n'est robuste, n'est pérenne que si elle est très simple. Au fond, les philosophies de l'action auxquelles on revient sans cesse, celles qui sont sans cesse commentées et qu'on se réapproprie, tiennent en quelques maximes d'une simplicité déconcertante et presque enfantine. Si vous prenez la maxime qui fait le cœur de l'épicurisme, la maxime qui voudrait qu'on ne satisfasse que ses désirs à la fois naturels et nécessaires, on voit bien que ça dessine une ligne de vie qu'on appellerait aujourd'hui une ligne de vie peut-être proche de la sobriété. On y accolerait des concepts de ce type-là. Mais en tout cas, cette idée de ne satisfaire que les désirs naturels et nécessaires et en fait de se tenir à l'abri des désirs artificiels qui menacent de nous emmener dans une spirale de démesure, cette idée est très simple. C'est ce qui fait sa robustesse, sa puissance, c'est ce qui fait qu'elle est sans cesse commentée jusqu'à nos jours. Mais de la même manière, à travers le stoïcisme, plutôt de l'époque impériale, mais à travers les textes des stoïciens, nous est parvenue une maxime d'une simplicité et d'une efficacité déconcertante qui consiste à tracer une ligne, à départager dans toute situation de l'existence, mais particulièrement dans les situations difficiles, les situations d'adversité politique, où l'on rencontre parfois aussi des crises existentielles, des deuils, des séparations, des difficultés. Eh bien, la maxime stoïcienne est d'essayer de tracer une ligne pour distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, et de réserver en quelque sorte nos attentions et nos efforts à ce qui dépend de nous, et de s'en remettre pour le reste au cours rationnel du monde, à une providence qui n'est pas tout à fait la providence telle que la penseront les chrétiens, qui est plutôt une providence rationnelle, une providence métaphysique. Mais vous voyez, là encore, c'est une maxime très simple. Préoccupe-toi seulement de ce qui dépend de toi. On peut discuter de la pertinence de cette maxime, mais ce qui fait que c'est une philosophie de l'action efficace et pertinente et qui traverse les siècles, c'est la brièveté de la maxime sur laquelle elle repose. Et en fait, moi, ça m'a donné envie, il y a quelques années, d'essayer de réfléchir à une maxime qui serait adaptée à notre temps. Et je prends un risque en vous en faisant part, mais j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Comment ne pas être esclave du système ». Et je tente de proposer une maxime que je vais justifier. On a à peu près une demi-heure ensemble de conférences et puis je vais m'ouvrir à vos questions. Alors, je ne me compare pas au grand modèle gréco-latin. Hein. C'est simplement que l'idée de se mettre en quête d'une maxime simple, ça me paraissait intellectuellement stimulant et intéressant. Une autre remarque introductive, une autre réflexion que je me suis faite quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'est que nous avons une tendance, quand nous voulons choisir la carrière que nous allons embrasser, quand nous voulons choisir les objectifs que nous nous donnons dans la vie, et là je pense particulièrement à mes étudiants ou à mes enfants, c'est-à-dire ce moment de la jeunesse où on décide de se fixer un peu une orientation ou un cap dans l'existence, on a tendance à raisonner à travers des catégories qui sont des catégories très manichéennes. On est très influencé par, surtout quand on est jeune je dirais, par la grande opposition entre les élus et les damnés, ou si vous voulez l'exprimer en termes plus politiques, les résistants et les collaborateurs. Ce qui fait qu'on a l'impression, je pense que beaucoup de mes étudiants ont l'impression, que soit on adopte une posture ou une trajectoire de rupture et de radicalité par rapport à un ordre du monde dominant. Je veux dire que si on est en désaccord avec le système industriel productiviste actuel, on peut se dire qu'on va essayer de rompre avec lui. Et à ce moment-là, on va se réfugier dans des marges, peut-être qu'on va tenter quelque chose de complètement différent, partir dans les campagnes, partir dans les îles, imaginer une dissidence politique ou artistique. Et c'est très bien cette aventure de la radicalité, mais ça ne concerne que quelques personnes, souvent d'ailleurs qui ont un héritage, mais ça c'est autre chose, qui ont un appui financier, mais ça c'est autre chose. C'est parfois une sorte de luxe que peuvent s'offrir les rejetons de la bourgeoisie, cette radicalité. Mais on a l'impression qu'on a le choix entre cette radicalité de la rupture et puis au contraire le fait d'entrer dans les entreprises telles qu'elles sont, d'entrer dans le système entre guillemets tel qu'il est, d'entrer dans les institutions, dans les administrations, d'y faire carrière et de jouer le même jeu que les autres, comme si en fait c'était blanc ou noir, collaboration ou résistance, être un élu ou être un damné, vous voyez. Et ça je pense que c'est très égarant. C'est très égarant notamment pour les étudiants, pour les jeunes, parce que au fond, beaucoup de mes étudiants, je suis enseignant depuis longtemps, ont un besoin, c'est d'aller travailler tout simplement. Ils savent qu'ils vont aller travailler dans des institutions qui ne sont pas très drôles, dans des organisations qui ne leur plairont pas,
dans des multinationales ou des entreprises où ils seront au but avec une hiérarchie obtuse, des procédures tatillonnes, et puis où on leur imposera des objectifs qu'ils n'ont pas choisis eux-mêmes et qui sont des objectifs chiffrés, difficiles à atteindre. Donc, en fait, mon idée était de trouver une maxime simple, une sorte de philosophie de l'action simple, mais très portative, à laquelle on pourrait en quelque sorte se raccrocher. Voilà, c'était un peu mes remarques introductives. C'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir à une philosophie de l'action. Et en partant de ces présupposés, je me suis dit qu'il fallait d'abord identifier quelle était la philosophie de l'action ou la philosophie morale dominante de notre temps. Ça va la vitesse à laquelle je m'exprime, parce que j'ai eu des remarques sur les traductions simultanées. Ça va? Oui, alors je continue à ce rythme à peu près. Alors, la philosophie morale dominante de notre temps, à travers le monde, comme le dit d'ailleurs très bien John Rawls dans l'introduction à sa théorie de la justice, c'est une sorte d'utilitarisme. L'utilitarisme, qu'est-ce que c'est? C'est un courant de pensée qui n'est peut-être pas très connu en Grèce ou en France, mais qui pourtant est dominant dans le monde anglo-américain et plus largement dans le monde, qui naît avec les écrits de Jérémie Bentham à la fin du XVIIIe siècle, et avec un texte qui est modestement appelé « Introduction au principe de la morale et de la législation », mais qui n'est pas du tout une introduction, qui est un système déjà très constitué, très complet, publié d'abord à compte d'auteur en Angleterre en 1780, à compte d'auteur parce que c'est une machine de guerre, ce texte, notamment contre la religion, mais je vais expliquer pourquoi, et publié ensuite de manière plus officielle en 1789. Et dès les premières pages de ce texte, Jérémie Bentham, peut-être en ayant aussi en tête ces grands modèles gréco-latins, propose une maxime très simple, une philosophie de l'action très simple, qui tient en un énoncé robuste, mais élémentaire. Et la maxime d'utilité, il la formule de la manière suivante: il considère qu'on ne doit juger qu'une chose est bonne si elle tend à augmenter le bien-être de la partie qui est en jeu. Autrement dit, une action est bonne si elle vous procure davantage de bien-être. Pour Bentham, cette idée qu'une action est bonne si elle procure davantage de bien-être, ce bien-être est très lié à quelque chose de matériel. En fait, il est lié au plaisir. Bentham, c'est quelqu'un qui est profondément matérialiste. Tous les utilitaristes ne sont pas aussi matérialistes que lui, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée qu'une chose est bonne, une action est bonne si elle vous donne du plaisir, elle est mauvaise si elle vous procure de la douleur. C'est aussi simple que ça, et il considère que ça, c'est la morale naturelle de l'être humain. Et que tous les autres types de morale, et notamment les morales ascétiques, donc là, c'est la religion qui est dans le viseur, tous les autres types de morale ne sont que de vastes hypocrisies. En fait, ne sont que des masques que les êtres humains font semblant de porter en société, alors que la seule chose qu'ils recherchent en réalité, c'est à maximiser leur utilité, c'est-à-dire dans l'esprit de Bentham, leur plaisir, et à éviter au maximum la souffrance et la douleur. Ça, c'est vraiment la maxime d'utilité telle qu'il la pose, et qui vaut au niveau individuel, mais aussi dans l'esprit de Bentham, au niveau collectif. Et le passage de l'individuel au collectif est une sorte de point aveugle de sa théorie, parce qu'il a l'air de considérer comme allant de soi que, en quelque sorte, la maximisation de l'utilité ou du bien-être d'un collectif, d'un ensemble de personnes, va procéder du fait que chacun maximise son utilité propre. Autrement dit, si vous prenez beaucoup de gens dans une nation qui sont utilitaristes et qui veulent maximiser leur bien-être et fuir la douleur, au niveau collectif, ça va aller mieux, ça va créer peut-être de la prospérité. Bentham n'est pas tout à fait un libéral, mais ce serait une sorte de point commun qu'il a avec les libéraux de son temps, de penser que par agrégation de la poursuite des bonheurs individuels, on crée un bonheur collectif. Et donc, quand John Rawls nous dit que dans ce qui domine dans le monde aujourd'hui, c'est une forme d'utilitarisme, la maxime serait « on cherche à maximiser l'utilité du plus grand nombre de personnes », ce qui est une sorte de passage au collectif de la maxime d'utilité dont je parlais tout à l'heure. Je ne sais pas si je suis toujours clair, mais en tout cas, cette morale benthamienne, cette morale utilitariste, il est très amusant, Bentham, parce qu'au moment où il conçoit, il a eu beaucoup de mal à écrire son livre. Toutes ces notes sont éditées et disponibles sur des sites britanniques, et on voit qu'il a cherché, qu'il y a beaucoup de brouillons et qu'il y revient sans cesse, et il fait des rêves, et il fait notamment le rêve de créer une secte
une secte des utilitaristes. En fait, ce qu'il veut créer à travers son livre, c'est un groupe de personnes qui colportent ses idées. Et ça a plus que bien réussi. C'est-à-dire qu'il n'a pas créé une religion, mais c'est quand même un fondateur d'un courant de pensée. C'est-à-dire que son livre, publié à compte d'auteur, était destiné à des dirigeants, en fait, politiques et économiques, ce qu'on appellerait aujourd'hui des dirigeants, à un cercle, à une élite. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que cette morale utilitariste de maximisation de l'utilité, que Karl Marx qualifie de morale de boutiquier anglais, hein, il a une sorte de mépris, Karl Marx, pour cette morale. Mais cette morale, en fait, elle a tout simplement fait le tour de la Terre. Elle s'est mondialisée, de même que la puissance anglaise s'est mondialisée et a bâti tout au long du 19e siècle le plus grand empire de tous les temps. Et donc, quand on dit que la morale dominante ou la philosophie de l'action dominante est de type utilitariste aujourd'hui, eh bien, c'est sans doute largement dû à l'expansion de l'influence de la langue anglaise, de la vision du monde anglaise et de cette philosophie qui n'a cessé de s'étendre et d'étendre ses effets. Alors, l'intérêt de vivre dans un monde utilitariste, parce que je pense que nous vivons dans un monde profondément utilitariste, autrement dit, John Rawls, qui a écrit en 1970 que c'est le cas, à mon sens, a raison et a toujours raison, c'est que ça rend les êtres humains, à la fois au niveau individuel et au niveau collectif, extrêmement prévisibles. Chacun essaye de maximiser son utilité. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas tout à fait la même chose sous le terme d'utilité, mais on voit bien que quelqu'un qui est engagé dans une action vertueuse, par exemple replanter des arbres écologiquement vertueuses, par exemple replanter des arbres, va essayer de replanter le plus d'arbres possible, mais que quelqu'un qui travaille pour une multinationale va essayer de maximiser le profit et de donner le plus de dividendes aux actionnaires. On voit bien que ce n'est pas la même chose et que même peut-être ces définitions de l'utilité peuvent se contrarier mutuellement, mais au fond, ça rend les êtres humains très lisibles. Le fait que tous cherchent à maximiser ce qu'ils entendent comme étant leur utilité, ça les rend beaucoup plus lisibles que les anciennes morales, on va dire, héritées des religions ou des traditions, qui créaient du dissensus. En fait, pourquoi ça marche si bien, la mondialisation aujourd'hui ? C'est que je vais avoir en face de moi quelqu'un qui ne parle pas ma langue et qui n'a pas ma culture, mais je sais que c'est un maximisateur. C'est un optimisateur et un maximisateur, et en cela, il raisonne comme moi, et ça vaut dans toutes les capitales du monde. Les schémas en fait, de rationalité que nous appliquons à travers nos tableaux Excel, à travers notre logique comptable, sont les mêmes. Au fond, on s'entend très bien et on se comprend très bien d'un pays à l'autre, et on peut même commercer ensemble, parce qu'au fond, on a un socle de culturel commun ou un horizon de sens commun pour nos actions qui est profondément utilitariste en réalité. Donc, on a une espèce de philosophie de l'action dominante qui s'est répandue et qui a déclassé les morales religieuses. Ça, je dis ainsi, c'était clairement dans l'intention de Bentham, qui se voulait comme ça à l'avant-garde d'un matérialisme éclairé destiné à l'élite, mais ça a fonctionné. Les gens sont religieux, certes, mais leur utilitarisme est plus fort que leur religion. Ils vont maximiser leur profit avant de songer à honorer leur Dieu. Vous voyez ? Et donc, c'est ce qui fait que cette humanité a été rendue lisible, prévisible, mais avide aussi également. Avide. Alors, attendez, je regarde l'heure qu'il est. Vous avez compris que j'étais un peu bavard. Oui. Alors, quels sont une fois qu'on a dressé ce tableau et qu'on comprend que cette philosophie morale très simple, fondée sur la maxime d'utilité, est la philosophie morale dominante, quelles sont les objections qu'on peut lui faire ou les questions qu'on peut soulever à son propos ? Je dirais qu'il y a deux objections assez simples qui viennent à l'esprit. Il y a une première objection qui est que nous savons aujourd'hui, à la lumière de la crise écologique, mais pas seulement, que la maximisation des utilités individuelles peut créer du conflit ou être contre-productive au niveau collectif. Autrement dit, cela ne va pas de soi qu'en faisant la somme d'un grand nombre de personnes qui poursuivent chacun la maximisation de leur utilité, on maximise l'utilité collective. Regardez ce qui se passe avec le réchauffement climatique, par exemple. C'est typique, c'est-à-dire qu'on a de nombreux pays qui poursuivent la croissance, et c'est normal. Les dirigeants, qu'ils soient politiques ou économiques, poursuivent bien une forme de maximisation de l'utilité, mais au niveau de l'utilité collective, le coût de la crise climatique, le coût des canicules, le coût des méga-feux, le coût de la déprédation des écosystèmes terrestres
est telle qu'on peut commencer à se poser la question de savoir si on n'est pas en train de dégrader l'utilité collective tout en voulant maximiser l'utilité à des niveaux individuels, nationaux, au niveau des organisations privées. Donc là, on voit que ça frotte et c'est clair dans notre esprit. Je pense que pour nous, c'est une évidence. Au XXIe siècle, ça ne l'était pas au XVIIIe siècle, cette évidence qu'on allait voir en quelque sorte les utilités se frotter les unes contre les autres ou se détruire mutuellement. Bon, ça c'est la première remarque ou la première objection qu'on peut faire. La deuxième objection qu'on peut faire, j'en ai un petit peu parlé, mais c'est qu'il y a quand même un flou sur la notion d'utilité. Le coup de génie de Bentham, c'est de dire, avec sa maxime d'utilité, c'est de dire que chaque être humain maximise son utilité, mais le coup de génie, c'est d'avoir employé un mot que personne ne comprend très bien, ou plutôt sous lequel chacun peut entendre quelque chose d'un peu différent. Qu'est-ce qu'on entend exactement par utilité? C'est un peu flou, c'est un peu vague. Et d'ailleurs, au sein de l'utilitarisme, un des grands sujets de querelle ou un des grands sujets de polémique au sein de la tradition utilitariste porte précisément sur la définition de l'utilité. Ne serait-ce que chez les deux grands fondateurs de l'utilitarisme, il y a évidemment Bentham, mais en quelque sorte, il y a son meilleur disciple qui est en dissidence, qui est John Stuart Mill, qui publie un livre important qui s'appelle « De l'utilitarisme ». Il le publie d'abord dans la presse. C'est pour dire à quel point cette philosophie était populaire. C'était un feuilleton dans la presse de l'utilitarisme avant d'être un livre. Et c'est un livre de philosophie politique et morale, dans lequel, lui, il fait une remarque tout à fait étrange. À un moment, il dit si maximiser son utilité, c'était vraiment courir après le plaisir, nous ne vaudrions guère mieux que des porcs. Alors ça, c'est assez surprenant parce que tout d'un coup, sans en avoir l'air, il envoie un sacré coup de sabot à son maître et il a l'air d'être en dissidence avec lui. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de John Stuart Mill, il faut valoriser, ce qu'on dirait les facultés intellectuelles supérieures, la sublimation, les arts. Pour apprendre le piano, il faut en passer par des années de solfège ennuyeux. Pour apprendre la danse classique, on parlera de danse demain, il faut se torturer les pieds dans des chaussons et faire des pointes qui font saigner les orteils. Donc il y a bien des formes d'utilité qui supposent de traverser des souffrances, de la discipline, de l'austérité, de l'application. Là où Bentham disait que celui qui refusait ne serait-ce qu'une goutte de plaisir était perdu parce qu'il était tombé dans l'ascétisme. Si vous refusez la moindre goutte de plaisir, vous êtes fichu, vous êtes un ascète. Ça, c'est quand même une sentence très forte de la part de Bentham. Alors là, on voit se dessiner une fracture entre Bentham, qui entend par l'utilité le plaisir, et John Stuart Mill, qui entend par utilité le bonheur, en fait. Quelque chose de moral, de plus complexe, de plus étoffé. On retrouve une vieille querelle philosophique, une querelle grecque, et là, je peux employer des mots qui nous viennent du grec, entre un hédoniste, qui poursuit Heidon, qui poursuit le plaisir, et un eudémoniste qui poursuit le bonheur. En fait, c'est une querelle très classique et très grecque qui se rejoue au sein de l'utilitarisme. Mais de nos jours, dans la recherche en utilitarisme, figurez-vous que, je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus, mais que les utilitaristes font des listes de biens. Ils essayent de conceptualiser ce qu'est l'utilité en faisant des listes. Par exemple, être en bonne santé, réaliser ses rêves, avoir des amis, etc. Tout ça. Donc, ils essayent de faire des listes de biens, des biens fondamentaux sur lesquels tous les humains en bonne santé psychique, c'est-à-dire on enlève les suicidaires, devraient s'entendre. Bon, ça donne lieu à des spéculations universitaires extrêmement intéressantes et troublantes. Il y a beaucoup de papers qui sont consacrés à l'établissement de ces listes des biens objectifs qu'on pourrait faire rentrer dans la définition de l'utilité. Mais on voit qu'on se retrouve avec un certain flou et une notion qui tangue. Et elle tangue tellement, cette notion, on a tendance à si peu comprendre ce qu'il faut entendre par utilité. Qu'est-ce qu'on veut maximiser au fond? Le plaisir, le bonheur, quelque chose de plus subtil qui serait multicritère, qui comprendrait les réalisations personnelles, professionnelles, l'insertion sociale. Bon, qu'est-ce qu'on veut maximiser au juste? Devant tant d'incertitudes, j'ai l'impression que le public, si vraiment la morale dominante est utilitariste, que le public a tranché en faveur d'une notion beaucoup plus simple, on maximise le profit. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, on peut concevoir l'apparition ou la naissance au sein de l'économie classique de ce personnage qu'on appelle l'homo economicus, qui en fait veut maximiser son profit, qui est un maximisateur. On peut concevoir cet homo economicus comme une sorte d'avatar
d'un autre personnage moral qui est l'utilitariste. Il y a un type qu'on a arraché à la secte des utilitaristes, qu'on a rendu féru de chiffres et de mathématiques, et qui a décidé qu'en fait, cette utilité, c'était le profit, parce qu'au moins, avec ça, on s'accorde sur l'unité de valeur. Le problème entre Mill et Bentham, c'est qu'ils n'ont pas la même unité de valeur. Ils font des calculs d'utilitaristes, mais ils ne parlent pas de la même unité de compte. Alors, c'est sûr que quand on parle en dollars, on met tout le monde d'accord. Vous voyez, c'est-à-dire que 100 $, évidemment, ça ne représente pas du tout la même chose pour un millionnaire et pour quelqu'un qui est à la rue, mais au fond, c'est le même pouvoir d'achat. Alors, voilà, c'était une sorte d'introduction générale pour vous dire que le monde dans lequel on vit et dans lequel on grandit est un monde où on nous entretient de grandes notions morales, mais ça n'a pas changé, où des idéaux ascétiques sont proclamés, mais ça n'a pas changé, où il y a une vague aspiration à l'écologie, mais ça n'a pas changé. Mais dans les faits, on a affaire à des individus plutôt utilitaristes qui cherchent à maximiser leurs profits. C'est à ça qu'on a affaire, et c'est comme ça que fonctionne notre société, mais pas seulement notre société. Il suffit de voyager un peu partout sur la Terre pour voir que c'est comme ça que raisonnent les êtres humains aujourd'hui. C'est pour ça que ça ne va pas si bien que ça. Parce que, comme on est en train de se heurter à la limitation des ressources disponibles sur Terre, et de passer peut-être d'un monde infini à un monde fini, alors on va voir qu'on va se mettre à combattre pour ces ressources. Et donc, il y a quelque chose qui peut créer des conflits et du dissensus et des guerres à l'intérieur de cette philosophie utilitariste qui pourtant nous réunit en quelque sorte. Alors à ce stade, si c'est clair ce que j'ai raconté jusque-là, vous voyez en gros la puissance de la maxime d'utilité inventée en 1780 par Bentham, la puissance d'une idée très très simple. Cette puissance-là, cette puissance du programme utilitariste ou de la philosophie de l'action utilitariste, à mon sens, on ne peut pas la renverser. C'est une sorte de constat de défaite, ça ne va pas fonctionner. On ne peut pas lutter pied à pied contre elle pour proposer tout à fait autre chose. On ne va pas séparer les gens de leur utilitarisme. Alors, ma proposition est très modeste, mais je vais la faire. Voilà, la proposition est de passer de l'utilitarisme au post-utilitarisme. Et qu'est-ce que j'appelle le post-utilitarisme? Je le dis vite, hein, c'est une maxime qui se veut très simple, là aussi. C'est cette idée que on peut chercher à maximiser son utilité, certes, mais sous contrainte d'idéal. Je m'explique. Dans les modèles d'économie classique, dans les tout premiers modèles d'action économique qui ont été mis en place sous la plume des Smith, des Ricardo, au début du 19e siècle, à la fin du 18e siècle, au début du 19e siècle, il y a cette idée qu'on va chercher, que l'homo economicus va chercher à maximiser son profit avec une contrainte de ressources. Quelles sont les contraintes? Quelle est la contrainte qui se pose au maximisateur? C'est la ressource disponible au départ. Et dans les modèles les plus simples, il y a deux ressources qui sont considérées comme fondamentales, qui sont la donnée de base. C'est un peu comme au Monopoly, on vous donne des billets au départ. Là, vous avez une certaine quantité de capital et une certaine quantité de travail. Et c'est avec ça que vous devez raisonner en bon économiste pour chercher une voie de maximisation du profit. Moi, je me suis demandé si on ne pouvait pas intégrer dans les contraintes de départ quelque chose qui serait de l'ordre d'un idéal. Être un post-utilitariste, ça consisterait à se donner un idéal et un seul, à titre personnel, et ensuite à être un agent économique rationnel. C'est-à-dire à chercher à maximiser son profit. En gros, mon idée, c'est qu'on n'a pas à choisir entre la pureté et le fait d'être intéressé. Qu'on peut avoir une certaine forme de pureté, qu'on peut avoir un idéal qu'on cultive, et en même temps être un agent économique avisé et intéressé. En fait, qu'on peut réconcilier les deux pôles. Souvenez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure sur résistant et collaborateur ou élu et damné, c'est-à-dire qu'au fond, on peut ne pas être manichéen. C'est une sorte de compromis bourgeois, si vous voulez, mais j'assume parce qu'il me semble que c'est une promesse ou une proposition qui peut être partagée à un plus grand nombre de personnes que la rupture ou la radicalité ou la voie extrême, et que de toute façon, ceux qui sont en dissidence intégrale, ils sont en quelque sorte déjà sauvés. Ils sont déjà sortis du système. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui souffrent à l'intérieur du système mais qui ne peuvent pas s'en détacher parce qu'ils doivent payer leur loyer, payer leurs factures. Donc, ils peuvent pas se rétracter de ce système, donc ils doivent composer avec. C'est eux qui m'intéressent parce qu'à mon avis, ils sont ultra majoritaires. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Par exemple, pour un écrivain, c'est assez simple. Un écrivain utilitariste standard, il pourrait se dire mais je veux écrire des livres qui se vendent le plus possible pour gagner le plus d'argent possible et avoir le plus de notoriété possible.
Et un écrivain post-utilitariste, il pourrait se dire, non, moi je veux écrire les meilleurs livres que je suis capable d'écrire avec mes connaissances, et ensuite, je fais un plan promo comme les autres. Je fais du marketing, je joue le jeu, j'ai un profil Facebook, je joue le jeu, je vais aux rencontres en librairie, je fais ma promo comme les autres. Par contre, j'ai bien distingué les ordres. C'est-à-dire, je sais que ce moment de la promotion, ce moment où je suis un agent économique rationnel, ne doit pas venir d'éteindre sur les choix de sujets ou de styles qui irriguent mes livres. Mes livres, c'est vraiment les meilleurs possibles. J'ai un certain idéal littéraire en tête. C'est ça que je veux atteindre, c'est à ça que je veux me conformer, c'est ça qui me guide et qui me donne envie de me lever le lundi matin. Mais par ailleurs, je suis un agent rationnel et j'ai aussi des factures à régler. Alors pour un écrivain, c'est facile. On va prendre un autre exemple, un peu moins privilégié. Pour un menuisier, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Pour un menuisier, on pourrait commencer à lister un certain nombre d'idéaux. Dans mon idée, un post-utilitariste ne donne qu'un. Il ne s'agit pas d'être intégralement vertueux sur tous les fronts, c'est impossible. Mais par exemple, un menuisier pourrait se dire, tiens, moi, ce qui m'intéresse, c'est le bel ouvrage. Ok, c'est le bel ouvrage, c'est la restauration de meubles anciens, pourquoi pas. Ou alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de former des jeunes. Une visée complètement sociale. Autre visée sociale, tiens, est-ce que je pourrais concevoir des meubles pour certaines populations, par exemple pour les non-voyants ou pour les camps de réfugiés. Il y a eu des prix donnés à des designers qui avaient conçu du mobilier en matériaux recyclés pour des camps de réfugiés. Ça peut être une quête. Est-ce que je m'intéresse à la filière du bois et du bois exotique? Est-ce que j'essaye d'apporter quelque chose dans cette filière du bois? Vous voyez, c'est-à-dire je prends un idéal, j'en identifie un, et je m'y conforme, en fait. C'est ma règle d'action. Et ensuite, je me comporte tout à fait comme un agent économique, rationnel et maximisateur. Mais cependant, j'ai placé au-dessus de mes choix et de mes décisions cet idéal. Ça veut dire que concrètement, à certains moments, je vais devoir faire des refus d'opportunités. Ça va avoir un coût d'être post-utilitariste, ça va avoir un impact, ça va avoir un coût. Il va y avoir des renoncements. Mais ça permet de donner une forme de cohérence et de sens à l'action quotidienne et au travail. Alors ça, pour moi, cette histoire de post-utilitarisme, ce n'est pas une affaire qu'on proclame, ce n'est pas une question de charte éthique dans les entreprises, c'est une affaire entre soi et soi-même. Il n'y a que vous qui savez si vous êtes mu par un idéal ou si, en fait, ce que vous affichez comme valeur, c'est du chiquet et qu'en réalité, vous êtes mu par votre avidité. Greed, c'est votre avidité qui vous guide. Il n'y a que vous qui le savez, ça. C'est quelque chose, c'est une position intérieure. C'est entre vous et vous-même. Mais c'est intéressant, en philosophie morale, d'essayer de se ramener à ce moment où on essaye de comprendre ce qui profondément nous motive et nous fait agir au quotidien. Donc voilà. Alors, j'ai pris l'exemple d'un écrivain, j'ai pris l'exemple d'un menuisier. Je reste sur des exemples, privilégiés, ou des exemples un peu singuliers. Oh là là, bon, je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, des exemples un peu singuliers parce que ce sont des gens pour qui l'ouvrage a un sens particulier et ce qui fait que, en fait, l'idéal peut coïncider avec la nature de l'ouvrage. C'est selon moi un cas très particulier dans le monde du travail où votre accomplissement, si vous voulez, vous faites une table, en fait votre satisfaction peut venir du produit fini. Vous publiez un livre, votre satisfaction peut venir du produit fini. Mais vous êtes consultant ou analyste programmateur, vous proposez une solution informatique, vous la mettez en place, un autre va l'utiliser, l'adapter, vous êtes dans une chaîne. Vous êtes à un niveau qui n'est pas... voilà, vous êtes dans une chaîne, dans l'exécution, dans une multinationale. Vous êtes dans le poisson pané. C'est pas le poisson pané, c'est pas l'ouvrage. Je veux dire, vous n'êtes pas en train de rêver, de mettre en vente dans les supermarchés les plus beaux, les meilleurs poissons panés. C'est pas vrai que vous avez une vocation pour le poisson pané. Et donc, en fait, mais en réalité, la situation normale, c'est une situation, ou la situation la plus courante, voilà, c'est une situation où c'est pas l'ouvrage qui constitue le moteur, et ce n'est pas sur l'ouvrage que repose l'idéal dans le monde du travail. À mon avis, dans le monde du travail, le cas le plus répandu, ce que les gens vont chercher dans le monde du travail, outre le salaire, puisque je suis en train de parler de ce qu'on va chercher dans l'activité, outre le salaire, en fait, outre l'argent, c'est le lien social, c'est la relation humaine. En fait, ce qui est très difficile dans les périodes de chômage ou d'inaction ou d'inactivité, c'est l'isolement
C'est aussi difficile pour les artistes et les créateurs d'ailleurs, ces longues phases d'isolement. Ça peut être très déstabilisant sur le plan personnel, voire même créer des formes de dépression ou d'effondrement psychique, parce que c'est difficile. Et au fond, on sent bien que quand on va travailler le matin, peut-être que le poisson pané, on s'en fiche, mais il peut y avoir un plaisir à retrouver ses collègues, ou au contraire, et là, c'est les environnements qu'il faut fuir, on va trouver qu'on est dans un entourage toxique, dans un entourage qui nous fait du mal. Et donc, à mon avis, quand cette idée de se donner un idéal, pour beaucoup de gens, cet idéal se porte plutôt sur le type de relations humaines et sociales qui s'engagent au travail. Comment je m'adresse à mes clients, si je suis un commercial, comment je m'adresse à mes collègues, si je suis dans une équipe, voilà. Ça, c'est une question très importante à se poser. Et je pense qu'il y a plein d'idéaux à inventer de cet ordre-là. Alors vous voyez, c'est vraiment une solution modeste en attendant le grand soir. C'est-à-dire, c'est pas du tout. C'est-à-dire que je raisonne à système inchangé. C'est-à-dire, je raisonne en supposant que le capitalisme mondialisé ne va pas s'effondrer, que les humains ne vont pas devenir plus vertueux qu'ils ne le sont aujourd'hui, et que, au fond, quand on a dit au moment du Covid, plus jamais ça, ce ne sera plus jamais comme avant, tout le monde est reparti bille en tête à courir après la croissance immédiatement après la fin du confinement, et même à essayer de rattraper le chiffre qui n'avait pas été fait. Et donc, je raisonne à système de constance qui peut, en quelque sorte, déplaire et agacer, mais il me semble quand même que si chacun se sent relié à un idéal, au fond, c'est un peu comme si chacun se portait garant d'un petit morceau du monde. En gros, mon idée derrière ça, c'est que le problème chez Bentham de sa maxime d'utilité, c'est que mon utilité, si c'est mon plaisir, c'est une petite affaire personnelle. Je suis en train de maximiser une petite affaire personnelle. Si je poursuis un idéal, c'est je me porte garant d'un petit morceau du monde. Si c'est le bel ouvrage, c'est la beauté. Si c'est les relations sociales, c'est le lien entre les humains. Mais vous voyez que c'est quand même quelque chose qui me dépasse, enfin, qui vaut le coup d'engager un effort au-delà, disons, des petits frissons ou des petites crampes de plaisir que j'aurai ici et là. Et donc, à la fois, c'est une forme, ce que je propose avec ce post-utilitarisme, c'est une forme de dissolution des grandes visions politiques dans un individualisme. J'en suis conscient. Hein. Chacun se donne un idéal, donc c'est un peu c'est très individualiste. Mais en même temps, ça veut dire que chacun peut se dire, tiens, mais moi je me porte garant pour telle ou telle part du monde. Et donc ça relie d'une manière sous-jacente ou implicite chaque individu a un souci à la fois moral et politique. Ben voilà, je vous remercie. Voilà, ça c'était un exposé. J'ai essayé de faire simple et rapide. Je ne sais pas si c'était clair ce que j'ai. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais peut-être avoir besoin d'un micro d'ailleurs. Bonjour, ma question est en français. Oui, je vous remercie, c'était vraiment très intéressant et puis c'est magnifique, je trouve, d'avoir ces discussions ici dans un cadre aussi beau. Moi, j'avais une question qui est assez simple et peut-être un peu politique, mais est-ce que dans votre maxime, vous prenez en compte, quand vous l'avez réfléchi et pensé, peut-être les personnes qui n'ont pas la chance, le privilège d'avoir un idéal dans leur réalité parce qu'ils sont victimes de discriminations structurelles, que ce soit du racisme ou des discriminations telles qu'on les connaît. Voilà. Alors, il y a deux questions en une en fait. C'est-à-dire, il y a une première question qui est, mais au fond, est-ce que tout le monde est en mesure de se choisir un idéal? Ça, c'est la première question. C'est une question qui échappe à la problématique particulière des discriminations, mais qui est quand même contenue dans votre demande, que je voudrais traiter en premier. Oui, il me semble qu'il y a une sorte de moment d'introspection ou de retour sur soi qui est nécessaire. Moi, ce que j'entends ici et là, en donnant des conférences, en réfléchissant, c'est que souvent les gens se mettent en quête d'idéal suite à une crise. Il y a quelque chose qui n'a pas marché comme prévu. Et donc parfois c'est une maladie, parfois malheureusement ça peut arriver assez tard dans l'existence, c'est
un épuisement professionnel, une lassitude, une séparation, un deuil, quelque chose qui est venu fracturer en fait une espèce de chemin linéaire de l'existence et qui fait, parce qu'il me semble que se donner un idéal ou passer au post-utilitarisme, en quelque sorte, ça nécessite un moment de retour sur soi-même. C'est-à-dire un moment où on pose la bicyclette sur laquelle on pédalait et on se demande où on souhaite aller. Et ça, au fond, c'est une sorte et c'est quelque chose que la vie professionnelle telle qu'elle va, et même les études telles qu'elles sont conçues, ne permet pas toujours. Ça, c'est indépendant de la question de la discrimination, donc je comprends qu'il y a une forme d'exigence là-dedans qui peut déstabiliser. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui était implicitement contenu dans la question, c'est la question des discriminations. Là, ce que ça me fait surgir, mais je réfléchis comme ça, à bâton rompu, c'est une réflexion autour de ce que disait Gilles Deleuze des littératures mineures, c'est-à-dire que quand on vient lui, il pensait à l'allemand de Kafka, qui est un allemand de Tchécoslovaquie, mais on pourrait penser aux littératures des créoles, par exemple, on pourrait penser à d'autres. En fond, quand on vient d'un lieu qui n'est pas la métropole, qui n'est pas le centre du pouvoir, mais qui est une marge, qui est latérale, qui est, quand on appartient à une population qui est discriminée, est-ce que l'idéal qu'on se donne est immédiatement politique? C'est-à-dire, est-ce que cet idéal correspond aux aspirations de la minorité qu'on représente? C'est ça, en fait, ce que dit Deleuze de la littérature mineure, c'est que si vous écrivez en créole, votre écriture est immédiatement politique, parce que vous écrivez immédiatement pour les sans-voix et vous portez un message, si vous voulez, qui est politisé par la nature même de l'émetteur que vous êtes, en quelque sorte. Alors là, j'aurais une interrogation là-dessus. C'est-à-dire, au fond, moi je trouve évidemment nécessaire et intéressant qu'appartenant à une minorité, on se donne comme idéal la défense de cette minorité et le fait de faire reconnaître l'identité de cette minorité. Et c'est un combat politique qui est absolument nécessaire. Mais pourquoi pas se donner un idéal qui n'était pas prévu? Celui de devenir mathématicien. Vous voyez, c'est-à-dire, au fond, quelque chose qui échappe complètement à la situation initiale dans laquelle j'ai grandi. Voilà, il se trouve que j'ai grandi dans une population. Voilà, j'ai lu dans l'avion en venant un livre d'entretien de Laurent Mauvigné qui va paraître à la rentrée. Donc c'est un romancier français. Et il dit mon père était éboueur dans le village de Descartes. On était 5 enfants. Et il s'est suicidé quand j'avais 16 ans. Et c'est la misère. Voilà. Et on n'a pas le droit d'avoir l'idéal d'être romancier dans ce cas-là. C'est-à-dire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est donné comme idéal d'être romancier. Et c'est même un romancier relativement élitiste, publié aux éditions de Minuit, avec une langue complexe. Ça, je trouve ça intéressant. Voilà. Bon, mais c'est une réponse. Une réponse. Je trouve qu'on voit le chemin parcouru socialement, c'est un transclasse, c'est clair. Mais au fond, il n'en parle jamais, à part dans ce livre d'entretien. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. On a déjà épuisé notre crédit temps. Bon, est-ce qu'il y a une ultime question? Une question, puis on ferme? Oui. En français ou? Oui, bonjour, merci pour votre... C'est très intéressant. Évidemment, je me pose la question du système économique et politique. Enfin, je ne suis pas philosophe, mais je ne suis plus dans la vie active, mais j'ai quand même rencontré beaucoup de gens, et dont moi-même, qui pris dans une entreprise, qui travaillent dans une entreprise, a des difficultés à se fixer un idéal dans ce travail-là, soit à cause des objectifs de la hiérarchie. Je pense par exemple à des responsables de ressources humaines à qui on demandait de faire des licenciements avant tout. Donc ça peut vous bousiller le moral. Ou alors de faire du contrôle de gestion qui amène à penser avant tout au coût du travail et pas à l'intérêt ou à la qualité. Donc parfois je me demande si c'est pas... je me fais l'avocat du diable, hein, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ça, aux conditions de travail, aux conditions économiques qui nous entourent, à l'environnement, et comment faire pour en tant qu'individu,
se fixer cet idéal et le suivre dans les contraintes qui s'imposent à nous. Merci. Il y a une contrainte de temps, donc je vais répondre, mais en vous donnant une indication et en renvoyant à un modèle qui a été proposé par un économiste qui s'appelle Albert Hirschman, qui a écrit un petit livre qui s'appelle Exit, Voice, Loyalty, qui dit que quand vous êtes en souffrance dans une organisation, au fond, vous avez deux pistes. Vous avez exit, c'est-à-dire en gros, vous commencez à mettre des CV ailleurs, et pourquoi pas, c'est-à-dire je sors et vous vous taisez. Vous dites rien à vos collègues, rien à vos supérieurs, vous essayez de partir. Ce ne sera pas forcément possible, mais vous essayez. Ou alors vous prenez une formation, vous essayez d'utiliser votre droit à la formation pour apprendre autre chose, pour être déplacé à l'intérieur de l'organisation. C'est exit. Et puis l'autre, c'est voice. Le choix de voice, c'est vous l'ouvrez. C'est-à-dire, vous prenez la parole sur ce qui ne va pas dans l'organisation. Il ne faut pas le faire à tort et à travers, il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut le faire avec autorité, il faut le faire de manière peut-être chiffrée ou avec un texte fort. Faut trouver les bons interlocuteurs, c'est pas simple. Et qu'est-ce qui fait que vous faites exit ou voice? Cet économiste a proposé un modèle un peu mathématisé, assez simple, et il dit en fait, ce qui va déterminer si vous choisissez exit ou voice, c'est votre loyauté. Si vous ne vous sentez aucune loyauté avec votre organisation, c'est exit. Si vous vous sentez une loyauté, ce sera voice, et si voice a échoué, ce sera exit. Mais ça vaut pour le couple. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. Au revoir.